Donc on y va comme ça, d'autant plus que j'apprécie beaucoup le climat de ces journées, en tout cas la manière dont ça a démarré. On est entre le colloque et les journées d'études, les journées de rencontres, où on échange finalement sur des préoccupations que nous partageons en tant que collègues concernés notamment par l'alternance. Alors oui, le groupe de recherche Thales que je coordonne avec Christine Balsleff désormais, c'est un groupe qui se consacre au lien entre la théorie et la pratique. Bon, les initiales signifient théorie, action, langage et savoir. Et c'est vrai que nous appuyons beaucoup sur la question du langage pour comprendre la construction du savoir dans des processus et des dispositifs d'alternance. Voilà, alors c'est un outil, quand on parlait de l'outil d'analyse des discours, il est construit avec cette équipe également. Ça me prendrait beaucoup de temps de présenter chacun de ses membres, mais il y en a deux qui sont ici aujourd'hui, qui sont Christine Balsleff et Edita Tominska. Elles sont là dans la salle et je leur envoie mes petits clins d'yeux de temps en temps. Voilà, l'alternance, c'est nuance. Moi, je ne vais certainement pas pouvoir dire tout ce qu'il y aurait à dire sur les nuances de ce dispositif complexe, s'il en est, ni pouvoir dire tous ces mythes et ébaucher quelques pistes de réflexion sur les manières dont on peut tenter de se penser comme formateur et concepteur aussi, ou évaluateur de dispositifs de formation dans l'alternance. Je voudrais dire que, pour commencer, donc, là, je travaille après un parcours professionnel qui commence à devenir long, mais on parle de trajectoire dans ces cas-là, bien sûr. Un parcours professionnel qui commence dans l'éducation permanente, qui se poursuit dans la formation des adultes, l'intervention dans des milieux d'entreprise publics et privés, pour arriver au sens de l'éducation et la formation des enseignants. Et par rapport à ce que Gérard Figari disait tout à l'heure sur le monde scolaire, le monde professionnel, il est vrai qu'il a fallu attendre quand même pas mal de temps avant que des concepts ou des notions, des dispositifs comme ceux qui concernent par exemple les problématiques de compétences et d'activité, le simple fait même d'admettre que l'enseignement était un travail, il a fallu un certain temps pour en arriver là, et d'après des recherches qu'on avait faites notamment avec Yves Lenoir au Québec dans les années 90, début des années 2000, c'est seulement à partir de ces années-là que le champ de la formation des enseignants, avec les dispositifs d'alternance et d'implémentation de stages dans les pratiques de formation universitaire et autres, mais formation académique, c'est seulement dans ces années-là que l'enseignement, la formation à l'enseignement se constitue timidement quand même comme un univers, un champ de recherche, un domaine de recherche. Et c'est vrai que je suis vraiment de plus en plus souvent agréablement surprise et étonnée en même temps de voir à quel point les dispositifs d'accompagnement à la professionnalisation, les dispositifs d'accompagnement à l'appropriation par les futurs enseignants notamment et autres métiers de l'éducation, l'appropriation des savoirs liés à la profession et l'appropriation des compétences et des pratiques de travail, voir que de plus en plus de dispositifs concernent ces problématiques-là, et même que ça devienne des problématiques de recherche sur lesquelles on fait des thèses de doctorat et des recherches solides, sérieuses, parfois longitudinales, etc. On en parlait à la pause et il se passe vraiment beaucoup de choses dans ce domaine. Donc peut-être que ces mondes, en effet, de la formation professionnelle et la formation au métier de l'éducation et de l'éducation scolaire en particulier, sont en train de se rapprocher. Alors, l'argument, le propos, l'espoir de cet exposé tourne autour de ceci. Donc, ce ne sont pas vraiment des questions, ce sont des positions avec des questions. Je le développerai comme ceci.
face à l'essor de tous ces dispositifs, portfolio, dossiers d'apprentissage, interactions centrées sur l'appropriation de savoir, tout ce qui peut concerner les dispositifs qu'on appelle d'alternance théorie-pratique, parfois de manière assez commode. Donc cet essor dans les institutions de type académique, qui se situe dans un contexte, ou qu'on doit situer dans un contexte idéologique de professionnalisation, et je pense qu'on peut même dire de déprofessionnalisation. Enfin, bon, je ne vais pas ici vous exposer la situation des débats sur l'enseignement et la formation des enseignants en Suisse romande, et très particulièrement dans le canton de Genève en ce moment. Mais on aurait plutôt l'impression qu'on tend à déprofessionnaliser le métier d'enseignant qu'à vraiment vouloir le professionnaliser. Donc, dans ce contexte, comment penser ce qu'on peut appeler, avec Bernard Honoré, qui vient du monde de la formation d'ailleurs professionnelle, l'œuvre de formation avec ces processus justement de référentialisation. Je l'ajoute parce que je pense que ça fait partie de la question, même si ce n'est pas vraiment de cela que je vais traiter, mais c'est une manière d'entrer aussi dans le dialogue, de poursuivre le dialogue avec Gérard Figari et vous. Dans une perspective qui, selon moi, devrait peut-être plutôt être pensée comme une perspective de développement professionnel, voire de développement tout court des individus, dans une perspective de développement plutôt que de professionnalisation, qui soit émancipatrice pour les acteurs en termes de développement d'un soi qui est aussi un soi professionnel. Et je pense que le moment vient de plus en plus de vouloir ou tenter cette articulation entre le corps, l'agir et la pensée. Le corps reste quand même très souvent le grand oublié des considérations sur les dispositifs. Alors c'est pour ça que j'ai intégré très rapidement une diade d'Isabelle Fristalon, de son exposé de tout à l'heure, où on voit comment un étudiant présente en quelques images son mémoire. Il y a un soleil, il y a des processus, des parcours, c'est très vivant. Et le corps était présent dans cette sémiotisation de la préoccupation sur laquelle il va bâtir son mémoire. Alors, je voudrais, pour poser le problème, commencer comme ceci. Bon, d'abord, c'est vrai, l'alternance, on y croit. Je crois que si nous sommes tous là rassemblés à échanger, continuant nos échanges dans les pauses, c'est parce qu'on y croit à l'alternance. On la voit très souvent comme la meilleure solution pour former de futurs professionnels de haut niveau. Excusez-moi, je suis allée un peu trop vite. Voilà, qui soit réflexif, qui soit compétent. Seulement, dès lors que l'on place le sujet humain au cœur de sa trajectoire d'apprentissage, dans le but de l'accompagner, on sait très bien que les dispositifs n'apportent pas de solution miraculeuse pour le développement durable de ces sujets. On sait la fragilité des certitudes, l'opacité des faits, l'indicible des sensations vécues, la friabilité de l'expérience. Et c'est très souvent dans nos métiers de formateurs, dans les métiers de l'humain, avec ces nuances que nous souhaitons et que nous devons œuvrer. Œuvrer avec l'autre pour pouvoir lui offrir des ressources. Alors dans nos jargons, parfois on parle d'affordance, pour poursuivre son propre mouvement de développement. Alors à ce propos, à défaut de certitude, j'ai au moins une conviction. L'alternant ou l'alternante, cette autre personne que j'accompagne et qui se meut au cœur de l'altérité entre des milieux, des gens et des significations, cherche toujours et d'abord à s'orienter. S'orienter, choisir, saisir, agir, sans trop subir ni pâtir. S'orienter pour se débrouiller dans l'indétermination et le flou des situations qui sont toujours pleines d'étrangeté, dans des situations de travail, à force d'être encore inconnus et en grande partie toujours inconnaissables. Donc je parlerai de savoir et de connaissance, d'activité et d'expérience, de discours et de sémiotisation, de cognition et de personnes biographiques, de soi et de sujet. Bon, on ne pourra pas tout développer évidemment, parce que ces seules notions marquent à elles seules une tension qui, à mon avis, définit profondément toute la difficulté de l'apprentissage dans l'alternance. C'est la tension dialectique entre l'apprentissage qu'on peut appeler artificiel ou artefactuel et l'apprentissage naturel qui s'inscrit dans l'expérience du vivant et de ses résistances.
Les termes de savoir, activité, cognition, discours renvoient à la dimension artificielle ou artefactuelle. Connaissance, expérience, sémotisation, biographie renvoient aux dimensions du vivant qui nous pénètrent, qui nous affectent, qui diluent notre moi et nous renvoient à toute interaction de notre corps-conscience dans des environnements qui nous transforment même à notre insu. C'est dans cette réalité-là, ici et maintenant, que nos représentations du monde se modifient. Le savoir, l'activité, la cognition, le discours, l'identité, le soi ne sont que des construits sociaux, des ensembles de concepts pour organiser, appréhender, transformer et produire cette réalité sous la forme d'objets au service de nos besoins et de nos intérêts. Voilà, là je me suis lue, vous avez remarqué, je ne vais pas faire ça pendant tout le temps qui vient, mais c'était une manière de dire, si vous voulez, dans quoi je tends de plus en plus à me situer, parce que l'alternance, c'est, à mon sens, beaucoup plus qu'un dispositif. Ce dispositif, qui est marqué finalement basiquement par la partition entre les instances où on se forme, les cours, les stages, l'université, la haute école, l'institut d'une part, et puis la profession, le métier ou les stages d'autre part. Bon, ça c'est la partition, la bipartition spatio-temporelle basique de l'alternance. On parlait tout à l'heure d'un troisième terme qui était les cours interentreprises par exemple. Mais donc il y a bien sûr ces passages d'un lieu à l'autre qui fondent le principe même de l'alternance. C'est un des éléments par lesquels l'alternance est confrontée à ce paradoxe que apprendre dans l'alternance est plus difficile qu'apprendre dans des systèmes d'apprentissage dits traditionnels. C'est beaucoup plus exigeant. Alors que, en Belgique, par exemple, la formation en alternance, très souvent, c'est la dernière chance. C'est la formation en alternance, c'est souvent pour les personnes qui n'ont pas réussi dans l'enseignement général, etc. Or, c'est un dispositif qui est bien plus complexe que ce qu'on peut croire a priori. Bon, ça, je pense que nous le savons tous. Je dis entre parenthèses rapidement, pour les liens entre professionnalité, développement professionnel, professionnalisation et les dispositifs, je pense que ça vaut la peine de vous renvoyer aux travaux de Richard Witorski. Je les ai relus tout récemment. C'est vraiment lui qui, pour moi, il fait partie de ceux qui ont très bien fait le point sur toutes ces nuances. Donc, je ne les expliquerai pas. Voilà. Alors, ça, au fond, la bipartition, à laquelle on lui attribue justement une fonction un peu souvent magique. C'est-à-dire, les élèves n'apprennent pas bien. Les consortiums PISA internationaux nous montrent que les performances des élèves, dans un paradigme très objectiviste de l'évaluation, ils n'apprennent pas bien. C'est la faute de l'école. Donc, on va réformer l'école. Et donc, c'est la faute des enseignants s'ils ne sont pas bien formés. Donc, on va réformer la formation initiale. Donc, l'alternance, et donc, on va mettre les étudiants en stage, etc. Donc, c'est comme si, c'est un des mythes, hein, c'est magique, ils seront mieux formés parce qu'ils iront d'un espace à l'autre, et plus ils feront de stages, mieux ils apprendront, parce que c'est dans l'expérience qu'on apprend. Encore un mythe, c'est pas vrai, on n'apprend pas automatiquement de l'expérience. Je renvoie aux travaux aussi bien de Dewey que de Vygotsky sur cette question-là. Bon. Alors, donc, on est dans les limites. Former en alternance, par l'alternance, c'est plus complexe et plus exigeant. Et on peut même se demander si une alternance qu'on appelle intégrative, que nous sommes très très nombreux à appeler de nos voeux, est-ce qu'elle est vraiment possible? Et si elle est possible, est-ce qu'elle est vraiment pensable? À beaucoup de points de vue, ne fût-ce que pour le travail que cela demande de la part des apprenants et de leurs formateurs. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, sinon dans l'exposé, peut-être dans les questions et par la suite. Et donc, bien sûr, former en alternance et par l'alternance. Évidemment, c'est le passage de l'un à l'autre qui est important, demande des acteurs très professionnels, donc eux-mêmes très bien formés. Le tout est de savoir former à quoi et pourquoi. Donc, est-ce qu'il s'agit de former à professionnaliser? Sommes-nous des professionnalisateurs ou restons-nous des formateurs? Alors là, on revient à notre problème. Toute la question est entre professionnalisation et développement.
émancipateur si possible. Oui, je suis toujours dans l'introduction, hein, c'est voilà, Blaise de Poussin masqué. Où est-ce qu'on peut se situer? Je pense qu'il y a vraiment là, à travers les comptes que nous avons à rendre et à travers les manières dont nous sommes conduits à nous positionner dans les logiques qui sont celles sur lesquelles s'appuie l'alternance, on va y venir dans un instant, comment on peut faire pour se situer plutôt dans une perspective de développement professionnel. Je ne vais pas détailler ce schéma horrible, mais pour être dans une logique qui n'est pas non plus que formative et qui accepte d'être un petit peu quand même dans la dimension productive. C'est clair que dans la formation par les stages, par exemple, on ne va pas laisser les apprenants pendant une éternité faire des erreurs. Bon, évidemment, soit infirmier, il vaut mieux pas. Mais les instituteurs qui font beaucoup d'erreurs, y compris psychologiques avec les enfants, il vaut mieux éviter aussi. Donc la logique productive et productive de compétences professionnelles, elle est importante. Bon. Donc, se situer par rapport à ces trois pôles, en tant qu'acteur, par rapport à ces pôles qui sont le pôle de l'institution, au fond, ce qu'attend l'institution éducative, l'institution des soins et de la santé, etc. Les institutions, ce qu'elles attendent des formations, parler des référentiels et des différentes formes de référentialisation. Là, on est en plein dans cette question-là. Logique ou pôle de l'organisation elle-même. Chaque établissement a ses propres normes de fonctionnement, que ça soit l'établissement de formation ou l'établissement qu'on peut appeler l'entreprise où l'on va faire des stages, où on fait sa formation en emploi. Et puis le pôle des acteurs où il n'y a pas que les formateurs, mais aussi il y a des directions, il y a d'autres personnels qui contribuent à la formation des gens à l'intérieur des établissements et des stages de l'emploi, et notamment à travers la collaboration entre des formateurs qu'on dit souvent de terrain, et puis des mentors ou des superviseurs de la haute école, de l'université, de l'institut, etc. Donc on est là entre ces trois pôles, entre deux logiques, logique productive et logique formative, et puis avec des référentiels de compétences qui ne sont pas toujours tout à fait les mêmes ou tout à fait en accord, même si parfois ils se ressemblent beaucoup, et notamment les référentiels de compétences formation et les référentiels de compétences métiers. Bon. Et puis, à travers tout ça, comment peut-on parler de développement identitaire? C'est des questions qui sont là dans les deux journées. Je ne vais pas développer tout ça, c'est évidemment impensable, mais je pense que c'est important de situer le cadre pour pouvoir se dire à certains moments, quand on fait le point sur notre travail, sur ce que nous faisons en tant que formateur ou concepteur ou formateur terrain, etc., je suis face à quoi? Quelle injonction? Dans quel mythe? Dans quelle idéologie? Je fais quoi là? Et si on pose les questions qui tournent autour de l'évaluation des personnes en formation dans l'alternance, on est confronté à ça tout le temps, tellement, on y reviendra avec Isabelle tout à l'heure, pour ceux qui resteront dans cette table ronde, on est confronté constamment à des confusions entre des valeurs et des critères d'évaluation. À certains moments, on a pourtant absolument besoin de pouvoir les séparer. Voilà. Alors, on y va. Voilà, maintenant, on entre dans le vif du sujet. Donc, c'est très classique, hein, une introduction, un développement, une conclusion. Voilà, alors quelques développements pour comprendre le développement dans l'alternance. Alors quelques pistes par rapport à cette question. Vous voyez un bel arbre sur lequel passent les 4 saisons, qui devient de plus en plus beau au fur et à mesure qu'il traverse le temps. Alors, on parle souvent de l'alternant ou de l'alternante. Bon, gardons le terme. Je disais, l'alternant, d'abord, son travail, c'est de tenter de s'orienter. Avant de penser à se professionnaliser, de faire entrer le métier en soi, il tente de s'orienter. Alors, c'est comme un poisson arlequin, d'où la petite image qui nage à vue, qui gouverne avec les nageoires dont il dispose, au-delà des conditions qui sont purement spatiales et temporelles, s'appropriant ou pas les ressources qu'on met à sa disposition, ou pas, pour apprendre et peut-être pour se développer. Parce qu'évidemment, le développement ne se décrète pas,
ce processus qui est temporel, qui a besoin d'une durée qui dépasse le temps de la formation, initiale ou continue. C'est une dynamique qui engendre des transformations. On sait que le développement est toujours quelque peu en retard sur l'apprentissage, où il fonde l'apprentissage, mais on ne sait pas très bien en quoi et comment. Donc cette dimension-là, dans l'évaluation de l'apprentissage en alternance, on ne sait pas très bien comment aller la sonder. On ne sait pas très bien non plus comment se sonde et s'organise l'articulation nécessaire au développement des sujets entre des cadres qui sont préconstruits et qu'ils doivent s'approprier, leur propre projet de formation et de développement. Donc, est-ce que l'écriture, par exemple, convient à tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dispositifs qui sont meilleurs pour certains apprenants? Et puis, articuler ces deux domaines, les cadres et les projets, avec le mouvement d'auto-développement de la personne elle-même, et qui ne se décrète pas, qui ne se force pas, etc. Et comme on ne peut pas contrôler la manière dont elle s'approprie des ressources, ni même comment elle se les approprie. Et pour revenir à mon point de départ, je voudrais vous dire par rapport à ça qu'au départ de mes recherches, puis des recherches menées avec des équipes dont Thalès depuis quelques années, on cherchait un peu comment les savoirs qu'on offre en formation, les savoirs scientifiques ou les savoirs académiques de référence pour penser le métier d'enseignant notamment, ce qu'ils deviennent dans des portfolios, les textes écrits par des étudiants, ce qu'ils deviennent aussi dans les interactions avec leurs formateurs de terrain. Et puis, on arrive à une conclusion qui peut être positive ou négative, le verre à moitié plein ou à moitié vide. La bonne nouvelle, c'est qu'ils deviennent quelque chose. Il en reste toujours quelque chose, on pourrait le dire comme ça, de ces savoirs qu'on enseigne. Donc, ne désespérons pas, ce n'est pas une totale défaite. Mais ils ne sont plus tout à fait purs, ces savoirs. Non, le savoir scientifique, ce qu'on appelle souvent la théorie, ça se transforme, on en retrouve des bouts par-ci, des bouts par-là, on trouve des mixages, des hybridations, des choses parfois un peu particulières. Et c'est comme ça. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on dispose de ce matériau, pour en faire quelque chose avec les apprenants. Et au moins, on peut le voir, on peut le jauger dans l'évaluation. J'allais dire mesurer, ce qui n'est absolument pas le cas, évidemment. On cherchait donc les savoirs, et puis on s'est aperçu on s'apercevait au fil des recherches que l'expérience vécue par les étudiants, Isabelle en parlait tout à l'heure dans son intervention, puis on va y revenir aussi, l'expérience vécue est une source importante de construction de savoir. On tombait sur l'expérience, mais l'expérience de quoi? Du vécu de quoi? Le vécu de l'activité au travail. Et moi qui ai toujours trouvé que l'activité est un concept difficile à manier, voilà, qu'il fallait bien qu'on achoppe dessus et qu'on en fasse quelque chose. Et bien sûr, en tombant sur l'activité, qu'est-ce qui nous attendait au tournant? Une notion extrêmement difficile à cerner, la notion de situation. Voilà, donc savoir, activité, situation, trois choses qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte quand on tente de comprendre la construction des savoirs professionnels et le développement des sujets dans l'alternance. Bon. Alors, ajoutons encore que le développement professionnel plus particulièrement, est dans la combinaison de deux aspects qui rendent tout à fait caduque l'idée que la théorie et la pratique seraient deux choses antinomiques, séparées, etc., qui sont que, d'une part, pour se développer professionnellement notamment, bien sûr, il faut acquérir des connaissances, on va revenir sur ce terme de connaissances, puiser dans des corpus de savoirs de référence. Et déjà, ces savoirs de référence ne sont pas que scientifiques. Ils sont aussi largement marqués par de la prescription, par des normes. Et puis, ils sont également ancrés dans des références acquises dans la pratique. Les formateurs de terrain aussi ont des savoirs de référence à transmettre et à construire avec les personnes qu'ils reçoivent dans leur atelier, leur classe, etc.
Et puis, alors là, on voit le terme capacité, dont parlait Gérard Figari tout à l'heure, l'acquisition de capacités d'agir traduites dans des compétences et des habiletés, à travers des situations de travail qui sont concrètes et qui mettent en jeu la compréhension des propriétés de ces activités à travers les situations où elles peuvent s'actualiser, se réaliser. Aussi bien sûr, que des dimensions identitaires. À partir du moment où on a cette rencontre entre la nécessité d'acquérir du savoir pour créer des connaissances qui vont s'ancrer dans l'expérience de travail en situation, il n'y a pas de clivage pensable entre théorie et pratique. Et d'ailleurs, comme l'a très bien dit Bruno Latour, le mot pratique n'a pas de contraire. La théorie n'est pas le contraire de la pratique. Au contraire, la théorie est toujours d'abord une pratique ancrée dans des pratiques, etc. Une chose que j'aime bien rappeler de temps en temps aux étudiants. Bon. Cependant, lorsque les étudiants disent « Ah, enfin, en stage, on va apprendre le métier parce qu'à l'Uni, c'est que de la théorie », mais en partie, c'est vrai. Parce que les voies d'appropriation des savoirs qui sont dans des corpus transmis, proposés, dans des corpus de signification, de prescription, d'acquis scientifiques, etc., la voie d'appropriation de ces savoirs n'est pas la même que la voie d'appropriation par le corps dans l'expérience vécue, dans des situations qu'il est très difficile d'identifier. Une situation ne saute jamais aux yeux. Aucun savoir ne permet de dire « Ah là, j'ai clairement affaire à tel type de situation familière pour un enseignant, par exemple. » C'est bien plus compliqué que cela. Et à partir de là, je dirais que l'alternance en elle-même, si on la considère comme l'articulation entre la formation dans l'établissement de formation et le passage dans des stages ou dans la formation en emploi avec des personnes de référence, si l'alternance se limite à ça, or elle se limite à ça, l'alternance c'est bien l'alternance entre des lieux, basiquement. Si elle se limite à ça, c'est pas ça qui provoque l'apprentissage. C'est toute une série d'autres choses qui provoquent peut-être un peu ce qui ressemble parfois aujourd'hui à des pléthores de dispositifs. Ils font de la réflexivité par-ci, dans un séminaire d'analyse des pratiques. Ils font de l'analyse du travail et des situations de travail par-là, dans un cours consacré à l'analyse du travail. Ils reviennent sur leur stage dans un entretien avec un mentor qui va utiliser les techniques de l'entretien d'explicitation selon Vermeersch. Ils vont chez un autre formateur, mentor, tuteur terrain, etc., qui va utiliser une toute autre manière de mener un entretien. Un très beau travail de Sheila Pellegrini, par exemple, sur les types d'entretien. On voit bien ce genre de choses. Je dis Sheila parce qu'elle est justement ici, donc je lui fais un clin d'œil au passage. Donc, les étudiants, en fait, ou les stagiaires, les personnes en formation dans l'alternance, très souvent passent d'un dispositif à l'autre. Tous ces dispositifs sont là pour essayer d'établir le lien entre, disons, dichotomiquement et schématiquement, la formation pratique et la formation théorique. Mais qu'est-ce qui se passe au milieu de ça ? Où est le lieu exact d'intégration? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos étudiants? C'est là, évidemment, que l'apprentissage par l'alternance et à travers les dispositifs qui font de l'alternance un vrai mode, une vraie modalité possible d'apprentissage de la professionnalité et de développement professionnel, comment ils parviennent à intégrer tout ça, à en retirer quelque chose. Bon. Alors je pense que il me semble, en tout cas, évidemment, c'est un point de vue que je vous propose. Il est forcément extrêmement partiel, mais c'est une question qui me préoccupe beaucoup. J'oubliais de dire, et alors en plus, il y a des mémoires professionnelles, ce qu'on appelle chez nous des travaux d'intégration de fin d'études. Parce que pour toutes sortes de raisons, on ne peut plus parler de recherche pour les travaux des étudiants, c'est à cause des commissions d'éthique, ça. Ils vont dans... Enfin bon, bref, ils ont un tas de dispositifs qui se veulent chacun intégrateurs, mais qui ne sont pas nécessairement coordonnés entre eux.
Alors évidemment que ça dépend peut-être des lieux de formation. À l'université, je pense que la formation souffre encore trop de cloisonnement entre les disciplines et que peut-être que des lieux d'approche par problème, d'interdisciplinarité réelle, etc. sont encore manquants. Et donc tous les formateurs font un peu ce qu'ils peuvent pour que l'intégration puisse avoir lieu. Mais les efforts ne sont peut-être pas encore suffisamment coordonnés partout, quoi. Je passe sur ce point, mais j'avais besoin de l'exprimer pour dire que tant que dans le pôle institutionnel et organisationnel de l'alternance, on n'a pas pensé cette question des dispositifs de formation au-delà de ce qu'ils sont classiquement, c'est pas encore si évident, la professionnalisation dans les formations académiques. Hein. C'est quand même un concept très nouveau. C'est même pas encore un paradigme. C'est quelque chose qui est tombé comme ça. On professionnalise parce qu'il faut, parce qu'il y a des injonctions extérieures, institutionnelles. Mais c'est pas nécessairement dans la culture. Et je pense que c'est valable pour l'ensemble des hautes écoles, ou à peu près pour l'ensemble des hautes écoles. Et vous me contredirez tout à l'heure si j'exagère. Donc je pense que il me semble que c'était important de dire qu'on doit penser les lieux de l'intégration, aider les stagiaires, les étudiants à construire ce foyer d'intégration, plutôt que de faire peser sur eux et sur leurs seules épaules, même si, bien sûr, je défends le principe de l'apprentissage autonome, surtout à cet âge-là. On a affaire à des adultes ou des jeunes adultes, mais on ne peut pas dire c'est l'alternant qui fait son chemin tout seul. Il crée son tiers chemin. Enfin, il y a toute une littérature là-dessus. Il est important de penser cette aide, cet accompagnement de l'intégration et son évaluation. Sous quelle modalité, c'est à discuter, bien évidemment. Maintenant, la question des artefacts. Savoir, connaissance. Alors voilà, moi j'ai envie de dire ceci. Posséder du savoir est illusoire en termes de pouvoir, de puissance d'agir, si ce savoir dispense du besoin vital de connaissance. Donc vous voyez, bon là, alors il n'y a évidemment pas consensus sur les définitions de savoir et connaissance, mais on peut prendre, à la suite des pragmatistes notamment, de Dewey par exemple, l'idée que la connaissance est d'abord associée à l'expérience et à la nécessité de s'en sortir dans toutes sortes de situations de vie. Elle fait partie de l'apprentissage naturel. On construit des connaissances pour ne plus buter sur les mêmes obstacles et ne plus se mettre en danger ou en inconfort ou en déséquilibre, tandis que le savoir est quelque chose de plus formel. Et donc, cette idée de bien distinguer entre les deux choses m'est venue à partir du moment où j'ai vu que dans les entretiens tripartites de stage, entretiens qui sont des entretiens de certification, beaucoup de nos étudiants, sachant que le rôle du formateur universitaire dans notre dispositif allait être d'être de plus en plus exigeant sur la capacité à présenter des problématiques professionnelles, tandis que son formateur de terrain juge ses performances, ses compétences à partir de ce qu'il le voit faire dans la pratique, des étudiants se mettaient à venir à leur entretien de stage avec des PowerPoint. Alors voilà, donc j'ai fait ceci avec les enfants et maintenant je vais vous expliquer la théorie qui illustre la situation. Bon, c'est évidemment un plaquage. Autrefois, ils apprenaient des théories à l'école normale et puis il y avait des écoles d'application. Ici, il y a des écoles pour faire des stages et puis la théorie est appliquée à partir des situations rencontrées dans les stages. C'est pas tout à fait ça qu'on demandait, quoi, hein. Donc, comment articuler les deux? Sûrement pas à travers des PowerPoint où on nous plaque parce que c'est Sabine Vanu, là on va lui sortir du Vygotsky, puis un autre, on va dire tout le contraire parce que c'est pas Vygotsky du tout, etc. etc. Bon. Et donc, posséder ce savoir sur Vygotsky ou n'importe qui d'autre pour pouvoir travailler, c'est clair que ça peut aider à concevoir son enseignement, mais ça n'aide pas à analyser les problèmes qu'on a rencontrés dans la situation a priori, en tout cas. Bon. Alors, il me semble que pour penser l'accompagnement et l'évaluation dans l'alternance, du coup, il y a à travailler
avec le fait que les étudiants ont un tas de pelotes à tisser entre elles, des sources de réflexion, de réflexivité, de savoir, etc. Donc travailler ce rapport entre ils savent quelque chose, mais est-ce qu'ils sont dans un processus d'acquisition ou de développement de soi à travers de la connaissance liée à l'expérience? Ah oui, déjà, merci. Est-ce qu'ils sont dans le rapport, je suis le sujet de l'histoire, donc je vais raconter tout ce qui m'arrive en stage en disant tous mes sentiments, etc., comment j'ai vécu ça, ce qui est difficile, ou bien raconter, ben voilà, alors les élèves ont fait ceci, puis ils ont fait cela, donc c'est uniquement les objets, on raconte, on décrit, etc., mais on ne parle pas vraiment de ce qui a été appris et développé dans la pratique, etc. Donc on est dans ce genre de problème à travailler avec les étudiants. Et puis alors, sémiotiser, incorporer, tisser. Soutenir donc ce que j'appelle non pas la subjectivité ou le paradigme subjectiviste, mais vraiment une subjectivation, c'est-à-dire faire entrer en soi des savoirs professionnels qui peuvent être formalisés, c'est-à-dire généralisables, partageables avec autrui, discutables, transitoires, mais qui gardent leur ancrage dans l'expérience, donc dans ces connaissances qu'on s'est constituées, qu'on s'est faites spontanément, un peu comme les concepts spontanés de Vygotsky, et qu'on va formaliser pour pouvoir les généraliser. Donc une subjectivation qui garde toujours l'expérience en point de mire ou en point d'ancrage. Voilà, alors je passe sur savoir et connaissance pour aller un peu plus vite. Voilà, pour dire ceci. J'aimais beaucoup dans les exposés de ce matin ceci. Pierre-François Cohen et Maud Sieber disaient, quand ils pratiquent avec des outils de production, de textes ou de traces numériques, quelqu'un est intervenu dans la salle, c'était, je la cite, hein, c'est Magali Feller, qui a dit « Oui, mais bon, ces outils, c'est bien, mais moi, si je suis moi-même en apprentissage, j'ai quand même besoin de me fonder d'abord sur le ressenti. Donc, est-ce que l'expérience, la manière dont on ressent les choses en faisant, peut se conjuguer finalement, s'articuler à l'usage de tous ces supports qui sont des supports finalement de mise à distance. Bon, je retraduis avec mes termes. Et Pierre-François et Maud ont parlé à ce moment-là de support évocatif. Ils disaient, en retrouvant les traces qu'on a rassemblées dans un portfolio, un dossier d'apprentissage numérique ou non numérique d'ailleurs, ces supports, ces traces sont assez évocateurs de moments dans lesquels on a eu des apprentissages, on a eu des expériences pour ensuite recontacter ses émotions, son ressenti, etc. Je trouvais ça vraiment très intéressant parce que c'est exactement cela qui me semble vraiment important de travailler. Du savoir au connaître, c'est la deuxième puce. Au fond, il y a incarnation, il y a sémiotisation. La sémiotisation, ce n'est pas la mise en discours. Le discours, c'est une construction. On va se présenter avec une certaine image de soi, un ethos dans son discours. On va se présenter et expliquer sa pratique en fonction de ce que j'appelle un genre réflexif, qui est quand même formaté dans nos dispositifs de formation, formaté de manière différente d'ailleurs d'une institution à l'autre. Bon, rien que ça mériterait de longs développements. Mais bon, donc, le discours est fabriqués en fonction d'enjeux sociaux importants et d'enjeux d'évaluation, notamment certificative. Par contre, ce qui n'est pas fabriqué, c'est la sémiotisation, me semble-t-il. L'expérience, la situation qu'on rencontre dans le travail, qu'on rencontre, qu'on perçoit comme suffisamment importante pour en faire un objet de problématisation qu'on va exposer lors de l'entretien certificatif de stage, si on pense cette situation comme à ce point questionnante, interpellante ou perturbante, voire vraiment problématique, parce qu'elle a provoqué des tiraillements, des émotions difficiles, etc., ou au contraire très, très, très positives, hein, c'est qu'elle était vécue dans le corps. C'est qu'elle trouve d'abord de l'ancrage dans l'expérience des sens, dans la perception. Si la présentation, lors d'un entretien,
devant un mentor ou un formateur de terrain, superviseur, peu importe les noms que nous utilisons, si la situation est présentée comme quelque chose de purement discursif, de déconnecté d'une réalité qu'on a perçue, et même si elle est présentée seulement en termes d'émotion, alors là j'ai été très énervée, mais qu'il n'y a pas ancrage dans la situation, dans les indices, dans les choses, les éléments de la situation qui ont provoqué l'émotion, alors peut-être qu'il manque vraiment quelque chose. Et donc ce rapport entre ce qui s'est passé au moment même, qu'on garde dans des traces, qu'on présente lors d'une problématisation pour la certification, pour l'évaluation, ou le dialogue tout simplement avec les formateurs, me semble vraiment important parce qu'il y a bien inscription de l'apprentissage dans le corps. Ça me semble vraiment fondamental. Donc la situation, elle est perçue, elle est ressentie, après elle peut être problématisée, en tout cas elle est éprouvée, c'est un terme qu'Isabelle utilisait tout à l'heure aussi. Le savoir se prouve. Et on ne demande pas aux étudiants, quand ils nous font leur présentation de problématiques, de nous prouver, d'argumenter sur le savoir scientifique. Ça, bon, il y en a d'autres qui l'ont fait avant eux. Ce qui est à prouver, c'est l'intérêt éventuel de ce savoir pour une connaissance qui a été éprouvée. Voilà. Alors, je termine progressivement. Je pense que c'est ça. C'est à travers ces choses, à travers ce soutien aux énoncés de savoir ancrés dans des situations vécues, à travers un travail qui consiste à les problématiser pour élaborer des savoirs professionnels dans des énoncés qui cherchent leur cohérence, donc qui tâtonnent, qui se cherchent, qui sont souvent des hypothèses à partir de situations questionnantes, embarrassantes, floues, etc. C'est dans ce processus-là que cette intégration, ce foyer intégrateur se situe peut-être à partir donc du moment où le stagiaire ou l'alternant est autorisé à se poser en tant que soi, c'est-à-dire pas soi, je suis un enseignant ou je suis un infirmier ou que sais-je en devenir, je suis un sujet qui se positionne en rapport avec des situations, en rapport avec des objets du monde. Donc on est là dans une perspective qui n'est pas centrée sur le sujet simplement, mais qui est au contraire extrêmement interactionniste au sens où ce soi se positionne en tant qu'il est constamment en interaction avec une réalité qui ne cesse de lui résister, qui l'affecte, qui le transforme et qu'il peut nommer plus ou moins, qu'il peut tenter de désigner en sachant qu'il est toujours dans une quête. Comment évaluer ça, sinon en se mettant soi-même en quête de connaissances, de construction de savoir avec l'étudiant? C'est une vraie question pour l'évaluation et pour une perspective développementale attribuée à la formation en alternance. Alors je voudrais terminer avec déjà ceci. Les savoirs professionnels. Bon. Donc j'ai dit, ce sont des énoncés. Ce sont des énoncés qui reconfigurent dans des mots et sur la base d'un processus bien sûr réflexif. Bon, j'ai pas beaucoup utilisé le mot, mais il est là tout le temps. Une part des expériences présentées comme significatives, qu'on a théorisées avec des outils acquis dans la formation, ce sont toujours que des constructions. Ce sont des constructions artificielles, mais elles sont utiles. C'est-à-dire que si déjà l'étudiant parvient à dire « aujourd'hui, sur mon métier, je sais que quand j'agis de telle manière, je peux obtenir tel ou tel type d'effet », c'est évaluable. C'est évaluable en termes de pertinence. C'est un outil donc, qui permet d'avancer en sachant qu'il ne dira jamais la vérité et qu'il ne va pas nous reconstituer une vérité scientifique sur la motivation des élèves. Mais par contre, dans ses explications théoriques, il a intérêt à viser une certaine exactitude quand il convoque l'un ou l'autre concept. Mais on a là des éléments qui permettent de dire on est dans une construction artificielle, mais c'est assez plausible pour dire ouais, ça va assez bien avec le fait que du côté du terrain, on ait remarqué que cet étudiant se débrouille pas mal dans les situations de travail. On trouve une articulation. Donc, ces apprentissages, ces constructions de savoir professionnel sont dans des situations avec lesquelles ils doivent se débrouiller, ça naît de la contingence.
Leur formalisation implique un détachement, donc ça s'apparente à la construction des concepts scientifiques. Et on est dans ce que Dewey appelle l'expérimentation et Vygotsky les concepts scientifiques. C'est-à-dire que ça donne forme et sens aux situations, voire ça aide à identifier des invariants, des situations régulières. Mais ce qui est surtout important, je pense, c'est que ce qu'on constate, en tout cas à travers nos recherches avec Christine Balsleff, Edita Tominska, Dominika Dobrovolska dans notre équipe, c'est que quand ces propositions de savoir faites par les étudiants lors des entretiens, quand elles sont ancrées dans des vraies préoccupations de l'étudiant, je me demande comment je vais faire quand les élèves sont comme ça, quand ils sont inattentifs, quand j'ai tellement d'hétérogénéité dans la classe, etc. Donc quand il y a de véritables préoccupations à partir desquelles ils ont une observation de la réalité ancrée, basée sur « Ah là, je suis dans une situation où justement il y a hétérogénéité, qu'est-ce que je fais ?» C'est à ce moment-là que le caractère plus abstrait des concepts, qu'il est incorporé, peut être visité et que le lien peut se faire. Alors il me semble que pour pouvoir travailler dans ces termes-là, il faut penser à la fois l'évaluation sur des critères bien précis, mais en même temps se penser comme en co-construction avec les étudiants. Et donc on ne va surtout pas conclure là-dessus. L'alternance est faite de territoires. Il y a les territoires du terrain, des mentors, des cours, de ce qui est plus ex-cathédrale, théorique, etc. Je pense que c'est vraiment important de jamais laisser aucun pôle, là je suis chez Houssaye, aucun pôle prendre la place du mort. On est ensemble à coélaborer. Le triangle ici vient de Philippe Carré qui a réadapté un peu à partir de d'Houssaye. On est entre le savoir, l'apprentissage et la formation. Et on a tous là un rôle de co-construction. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais cette interaction des différents pôles est vraiment absolument essentielle. Ça veut dire que lorsque je fais une visite de stage en tant que formatrice universitaire et que nous sommes en entretien tripartite avec le formateur de terrain et l'étudiant, la première chose à faire, c'est de reconnaître mon ignorance. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du stagiaire. Je n'ai pas la grille d'observation et les compétences de la formatrice de terrain qui donne son point de vue sur le travail du stagiaire. Et donc, c'est avec mon ignorance et son savoir, et c'est avec son ignorance et mon savoir, et ceux de l'étudiant, que nous pouvons travailler ensemble. Sinon, s'il y en a un qui prend plus le pôle que les autres, on joue au fou, évidemment, et ça risque d'être très dangereux. Alors, on va terminer avec ce petit dessin de Patrick Maillat, parce qu'il y a eu une conférence consensus sur l'alternance. Qu'est-ce qui fait consensus? Et voilà, je vous la laisse savourer. Et puisque le chat vous a dit merci tout à l'heure, je vais en rester là. Et merci beaucoup donc, pour votre attention.